ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation, c'est aussi des choses beaucoup plus, peut-être moins impressionnantes, moins tape à l'œil. Il y a des modèles qui ont été définis pour classifier ces innovations. L'innovation architecturale, par exemple, c'est d'aller s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour l'appliquer dans nos domaines. Donc il faut vraiment se sentir libre quand on veut créer de nouvelles applications, de penser que voilà, il ne faut pas que ce soit forcément une idée révolutionnaire, mais que appliquer chez nous ce qui se fait autre part, c'est aussi vraiment de l'innovation. Donc il faut aussi être un petit peu, il faut être enthousiaste, mais il faut faire attention parce que il y a un modèle qui a été développé par Gartner qui s'appelle la Hype Curve, qui dit qu'au départ de l'émergence des nouvelles technologies, il y a énormément d'attentes qui sont générées, et puis qu'au final, on se rend compte que c'est pas si magique que ça, mais finalement, on arrive toujours après une phase qui peut parfois être longue, mais on arrive toujours à trouver une vitesse de croisière et puis avoir des outils qui améliorent la pratique, la qualité des soins dans le cadre hospitalier. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être prendre la souris. Donc je vous l'ai introduit brièvement avant, mais ici on est donc au centre d'innovation, et puis c'est vraiment un centre qui peut vous accompagner tout au long du processus lorsque vous voulez mettre en place des nouvelles apps et des nouvelles idées de manière plus générale. Il va vraiment vous aider à catalyser vos idées et puis vous offrir un accompagnement aux différentes phases des projets qui sont pas seulement techniques mais aussi organisationnelles, de déployer ces outils. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les rencontrer, à les solliciter. Et puis de toute façon, nous, on travaille main dans la main. Donc dans une première phase, c'est aussi intéressant d'évaluer la compétition parce que comme je vous l'ai dit, les innovations, les nouvelles apps, elles peuvent être plus ou moins disruptives, mais il y en a beaucoup. Au final, malheureusement, c'est quand même assez rare qu'on soit le premier à avoir l'idée de génie. Et souvent, il existe beaucoup d'outils existants. Et je pense que c'est vraiment une bonne démarche d'aller voir ces outils, de s'en inspirer pour, au final, prendre les bonnes idées là où elles sont. C'est pas du plagiat, c'est au final, les choses se réinventent perpétuellement, et rien que d'introduire même des outils existants dans un contexte nouveau, c'est un vrai projet d'innovation. Une des questions aussi qu'on peut se poser au début d'un projet, c'est comment est-ce qu'on va intégrer cette app dans l'ensemble des apps proposées ici au HUG. Il y a plusieurs types de stratégies. Il y en a qui privilégient plutôt d'avoir une seule application avec plusieurs services, et puis d'autres qui privilégient des apps bien spécifiques dans des contextes différents. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de guidelines strictes, mais ce qui est existant et puis qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on a un écosystème applicatif pour les patients qui s'appelle Concerto, et puis qui offre un grand nombre de services pour les patients, et puis que si on se positionne dans ce cadre-là, c'est intéressant de regarder quelles sont les synergies pour vraiment offrir quelque chose de cohérent aux patients. Il y a des contreparties aussi pour les soignants, mais en tout cas, il faut voir qu'on essaie d'intégrer tous ces composants dans des portails cohérents pour l'utilisateur final. Ce qu'il faut aussi être conscient, c'est que quand on parle de développer une app, on voit vite au final l'informaticien sur son clavier qui tape des lignes de code incompréhensibles pour généralement le commun des mortels, mais qu'au final, le cycle de vie d'un applicatif, il est beaucoup plus long que ça. Hein. Il commence à l'analyse des besoins, à la compréhension des besoins, à ces phases de conception, et puis il continue jusqu'aux phases de test,
de déploiement et de maintenance. Et c'est un petit peu ces phases qu'on va voir maintenant. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que toutes ces étapes doivent être couvertes si on veut réussir à faire un projet de qualité. Alors, bien sûr, un des nerfs de la guerre pour pouvoir faire une app, c'est la question du financement. On a la chance encore au HUG d'avoir plusieurs sources de financement pour ce type d'outils. On a par exemple le PL informatique qui est la principale source de financement des projets informatiques de l'institution, mais les départements financent aussi des projets. On a des fonds de recherche compétitifs. Alors là, je ne vais pas en parler parce qu'il y en a énormément et puis on a l'embarras du choix. Et puis on a aussi quand même une source assez privilégiée qui est la fondation privée qui effectue des appels fréquemment au cours de l'année. Nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs appels à projets qui sont plus ou moins orientés recherche, plus ou moins orientés application autour des patients, des sujets prioritaires. Donc, je vous invite à aller visiter leur site si vous ne l'avez pas déjà fait. Réaliser un projet, c'est aussi former une équipe, parce qu'au final, le projet, comme vous l'avez vu dans le cycle de vie du projet, il y a énormément de phases, il y a plusieurs compétences. Et ce que souvent les gens ne savent pas, c'est qu'autour du développement applicatif, sans parler des côtés plus métiers, mais il y a déjà pas mal de compétences qu'il faut avoir. Donc souvent, quand on dépose des projets, on cache ça un petit peu sous des labels génériques, mais il y a pas mal de compétences différentes, comme architecturer le système informatique, comme analyser les besoins, comme gérer le projet. Et justement, c'est vraiment un des points importants dans la réalisation de ces projets, c'est qu'il faut avoir un chef d'orchestre qui va avoir des actions à mener tout au long du projet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, il y a énormément à dire, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer ce rôle d'accompagnement du projet tout au long de son cycle de vie. Et puis là, de nouveau, je pense que le centre peut vous aider, peut vous guider à trouver les bonnes personnes pour le faire. Donc, il faut réunir des compétences techniques, des compétences de conduite, mais bien sûr, il faut aussi réunir les différentes parties prenantes. Et puis, on a la chance, alors je ne sais plus les chiffres au HUG, on dit il y a 140 métiers, alors je ne sais plus si c'est le bon chiffre, mais c'est quelque chose comme ça, il me semble. On a énormément de compétences et selon les applications qu'on va développer, on va pouvoir s'appuyer sur les expertises de toutes ces personnes, des spécialistes du flux, des gens qui travaillent à l'exploitation, bien sûr des experts métiers cliniques et la communication qui va nous aider souvent sur les aspects design et communication, bien sûr. Donc il faut vraiment pas hésiter à les inclure dans la mise en place d'un projet. Alors, celui que j'ai pas, qui était sur la slide suivante, mais que j'ai pas parlé, mais qui est vraiment importante aujourd'hui dans notre démarche institutionnelle, c'est d'inclure les patients dans les projets. Il y a un programme institutionnel autour de l'inclusion des patients dans les différentes initiatives qui s'appelle Patients Partenaires. Donc là, je vous invite aussi à aller découvrir leur site. Et puis, vraiment, eux, ils vont pouvoir vous aider à inclure les patients dans les différentes phases de développement du projet. Et puis je vous donnerai quelques exemples plus tard. Outre ceux qui vont directement agir dans le projet, c'est important aussi de gérer les différentes parties prenantes de l'institution ou même à l'extérieur, parce que on sait très bien que le succès d'un projet, ça va être aussi sa capacité à maintenir l'effort, à pouvoir le déployer à un certain moment sur le terrain. Et puis, il faut s'assurer que les visions institutionnelles sont alignées. Nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque sujet peut être développé, mais il faut prendre en compte aussi les parties prenantes externes. Donc voilà, on a notre idée, on a notre équipe.
heureusement, on a notre financement, hein, on va dire tout s'est bien passé. Et ben maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour cette application, la première étape, c'est de définir des spécifications. Parce que une idée, c'est bien, mais au final, quand on en parle autour de nous, chacun a quelque chose de différent en tête. Donc, c'est vraiment important de le formaliser pour que tout le monde puisse avancer de manière coordonnée. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein, ça, c'est une image très connue hein, sur lorsque quelqu'un exprime un besoin, déjà, nous, notre compréhension, elle va être différente. Et puis, in fine, si on ne le spécifie pas, on risque, alors dans la meilleure des cas, se retrouver avec un grand 8, mais dans le pire des cas, avec quelque chose de catastrophique au bout. C'est aussi important de spécifier parce qu'au final, durant le cycle de vie du projet, les changements ils vont devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on avance dans la temporalité. Donc c'est vraiment important, même si on veut conserver de l'agilité tout au long du projet, d'être au clair sur la vision et puis les spécifications qu'on s'est données. Donc tout ça, ça demande un petit peu des compétences qui se développent actuellement à l'hôpital, mais qui historiquement ne sont pas forcément très répandues. Entre autres, les compétences qui viennent vraiment en amont du projet, qui sont la business analyse, qui vont au final vraiment analyser le besoin métier et le formaliser d'une manière qui puisse être explicite et non ambiguë. Ensuite, dans un continuum, on a cet aspect UX, donc expérience utilisateur, qui va plutôt, lui, spécifier les aspects visuels, l'expérience utilisateur, comment l'utilisateur va interagir avec l'outil qu'on veut développer. Et puis, le développement qui va, les développeurs et les personnes plus techniques qui vont plutôt, eux, s'occuper des aspects architecturaux et puis du développement à proprement parler. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les parties prenantes, c'est vraiment important de considérer d'avoir un éventail large. Alors, bien sûr, le but, c'est d'avoir une approche centrée utilisateur. Alors, souvent, chez nous, l'utilisateur, c'est le patient, mais on peut développer des apps pour les médecins, on peut développer des apps pour les citoyens, pour des populations très spécialisées. Mais en tout cas, je rejoins ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment important d'inclure les utilisateurs finaux dans les phases de spécification et de design, parce que c'est là où ils vont pouvoir vous challenger par rapport à la réalité du terrain. Bon, il y a certaines spécificités, je vais pas rentrer en détail parce que, bon, de nouveau, on peut parler très très longtemps sur le sujet. Donc, il y a plusieurs méthodes d'analyse pour écouter les besoins. Donc, là, je vais vous en présenter brièvement quelques-unes qui sont généralement utilisées. Une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle les personas. Et puis, grossièrement, c'est de construire une sorte de personnage fictif qui va regrouper les caractéristiques de la population qu'on cherche à adresser. Et puis, ça permettra, nouveau, c'est d'avoir en tête quelque chose de concret sur lequel tout le monde s'entend pour pouvoir aller de l'avant et puis dire « Ah, mais non, mais moi, en fait, je pensais qu'on travaillait pour les secrétaires médicales. » Puis l'autre, il dit « Ah non, non, mais en fait, on était sur les IPM. » Et puis, au final, à la fin, on n'a pas le même produit. Un autre outil qui est souvent utilisé, hein, c'est de définir ce qu'on appelle les journeys, donc les parcours. Et puis, ça permet justement de décrire le flux, les étapes à travers lesquelles l'utilisateur va passer. Et puis ça, de nouveau, ça donne un côté plus dynamique à ce qu'on veut réaliser et de nouveau aligner différentes parties prenantes. Bon, alors après, il y a encore plein d'autres méthodes, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais fondamentalement, ce qu'on aimerait arriver à un moment, c'est d'avoir une liste de fonctionnalités qui soit claire, qui soit non ambiguë, sur lequel tout le monde va s'entendre pour pouvoir démarrer un chiffrage à proprement parler. Alors,
La mauvaise nouvelle, c'est que développer une app, généralement, c'est relativement cher, on va dire, hein, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude du domaine. Souvent, ils viennent nous voir et puis ils nous disent « Ah, on veut ça, 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 ça et ça ». Et puis, ils s'attendent qu'en mettant 20 000 francs sur la table, on puisse le réaliser. J'ai pas la référence sur la slide, mais il y a eu des études auprès d'un certain nombre de développeurs applicatifs dans différents domaines. Aujourd'hui, bon, sur les apps qui ont quand même une certaine complexité, on est sur un coût moyen de 270 000 francs. Donc vous voyez, c'est vraiment pas négligeable. Nous, c'est plus ou moins l'expérience qu'on a également au HUG. Hein. Il y a des apps qui ont coûté plusieurs centaines de milliers de francs. Il y en a moins qui ont coûté moins d'une centaine de milliers de francs, même si sur des choses simples, c'est faisable. Le deuxième point, c'est le temps, puisque voilà, il va falloir aussi se projeter dans le temps. Et puis là aussi, selon certaines études, le temps moyen jusqu'au lancement d'une application depuis ce processus d'idéation, c'est à peu près 2 ans. Nous, c'est aussi ce qu'on remarque. Alors après, à nouveau, on peut avoir des projets où au départ on est très bien cadré, on arrive à libérer les ressources, on va dire avec une équipe expérimentée sur lequel on met la priorité. C'est clair qu'on peut réduire ses temps. Je dirais aller en dessous d'1 an, c'est quand même assez difficile. Et puis après, ça peut être 2 ans, ça peut être un peu plus long. Après, ça dépend. De nouveau, hein, une application comme Concerto, par exemple, qui s'enrichit tout le temps de modules, ben, in fine, elle est développée dans beaucoup plus de temps. Donc, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Il y a un modèle qui est assez connu, qui est le triangle temps, coût, qualité, qui dit qu'au final, ben, si on va plus dans une direction, ben, on va péjorer l'autre. Donc, grossièrement, ben, si on veut être plus rapide, il va falloir engager une équipe plus importante et puis, du coup, ça va augmenter les coûts. Si on veut faire plus rapide, moins coûteux, ben, on va forcément devoir réduire la qualité ou le scope fonctionnel. Donc, c'est intéressant d'avoir ce modèle en tête lorsque vous décidez de faire des choix d'arbitrage sur votre projet. Un autre point qui est aussi important de relever, c'est qu'il y a eu des études hein, sur le taux de succès sur les différentes tailles de projets et de manière pas très surprenante, au final, les petits projets ont des chances de succès qui sont significativement supérieures au gros. Et quand on veut faire des projets ambitieux, ben c'est bien d'adopter ce qu'on appelle une approche MVP. Donc MVP, c'est pour Minimum Valuable ou Viable Product. Et puis l'idée, c'est de dire, en fait, il ne faut pas attendre la fin du projet pour qu'on ait quelque chose qu'on puisse exploiter, mais qu'à chaque étape du projet, il faut fournir une certaine valeur et puis avancer de cette manière. Donc c'est aussi un état d'esprit à avoir lorsqu'on définit une application. Donc une fois qu'on a défini nos spécifications, eh ben, on va plutôt partir sur cet aspect, on est dans une app, hein, forcément on a cet aspect visuel qui est important. Et puis bah, voilà, d'un côté il y a le UI, donc qui est vraiment ce qu'on voit, puis il y a le UX qui est la partie expérience. Donc c'est vraiment aller plus loin que ça, c'est de dire comment est-ce que l'utilisateur va interagir et prendre tous ces aspects en compte comme on l'a vu. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est ce continuum UX-BA. Donc on a généralement on a plusieurs phases de prototypage. Alors après les termes ils sont toujours, je les mélange des fois un petit peu, mais grossièrement on va commencer plutôt avec des choses de faible fidélité qu'on va pouvoir rapidement changer. Hein, c'est la courbe que je vous ai montrée. Plus on se pète tôt dans le projet, plus on va pouvoir changer les choses à faible coût. Et puis, plus on va avancer dans la certitude, avec chaque fois en étant confronté avec les utilisateurs finaux, de ce qu'on a fait est bon, et ben on va avancer vers des modèles de plus forte réalité.
Et puis, à la dernière phase, généralement, on ajoute une couche de design. Là, c'est généralement la DIRCOM qui s'en utilise, qui s'en occupe, et puis qui va faire vraiment l'aspect purement graphique de l'application. Donc voilà, maintenant on sait ce qu'on veut faire, on a les fonctionnalités, on a le visuel, et puis on va vouloir développer. Alors, aujourd'hui, on est dans une institution où il y a quand même énormément de projets qui se déroulent. C'est important, si on veut que les ressources se libèrent, de présenter vos projets en gouvernance. À la DSI, il y a plusieurs niveaux de gouvernance, mais généralement, les projets dont on parle, ils sont présentés soit au COPAT, soit au COSUP, donc pour les applications plutôt orientées cliniques ou plutôt orientées support. Et puis ça permettra de s'assurer, surtout si c'est des projets qui touchent plusieurs types d'activités, que les acteurs soient coordonnés et puis qu'ils puissent libérer les ressources. C'était ce que je vous disais en fait, alors c'est très petit pour que vous puissiez voir, mais j'avais fait une analyse des différentes dépendances entre les différents groupes à l'intérieur de la DSI, puis vous voyez que c'est un sacré méli-mélo parce qu'au final, chaque équipe dépend un petit peu des autres de manière plus ou moins forte, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette officialisation des projets. Alors là, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous avais montré que sur le cycle de vie du projet, il y avait déjà pas mal de phases. Et ben, dans la phase de développement, au final, le développement, c'est non plus pas juste taper du code, mais ensuite, il va falloir compiler, il va falloir tester, il va falloir déployer. Pour ça, on a des outils qui font tout ça. Mais il faut voir que, voilà, souvent, on nous dit oui, on veut faire un petit changement, et puis vous avez juste à rajouter 3 lignes de code. Non, dans la réalité, il y a tout un pipeline, il y a des processus de contrôle quand on fait des changements, parce qu'on vise quand même une qualité qui est très importante. Et donc, du coup, développer, c'est pas juste coder, donc il faut en être conscient aussi. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus non plus, parce que c'est quelque chose d'important, mais que je pourrais aussi développer pendant un bon moment. Mais nous, on a une approche microservice, ça veut dire qu'on essaie d'avoir des briques réutilisables qu'on va pouvoir utiliser pour construire différents applicatifs. Donc il y a toujours une réflexion lorsque vous nous demandez de développer des applicatifs, de dire au final, on ne veut pas faire quelque chose qui est uniquement spécifique à vos besoins, mais on doit le réfléchir de manière à l'utiliser dans d'autres applicatifs. Et ce qui va permettre aussi de mutualiser les données, les contenus, et ce qui fait qu'en fait, tous ces applicatifs, ils vont faire partie d'un écosystème, et quand vous allez changer les données dans un applicatif, ça va être reflété dans un autre. Donc voilà, je ne reste pas là-dessus. L'agilité, on essaie quand même de conserver, même si on a ces phases de spécification ainsi de suite, on essaie de rester agile et puis de s'adapter tout au long du projet. Il y a certains enjeux, il faut avoir en tête aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est aussi tout un sujet, mais la sécurité, on est dans un milieu où c'est très important du fait de la sensibilité des données des patients. Donc il y a tous les process qui doivent être mis en place, il y a des tests d'intrusion qui vont être faits, et puis ça, à nouveau, ça a un impact sur la temporalité du projet. Et puis le dernier point, mais aussi très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde encore plus régulé avec, selon l'applicatif qu'on cherche à développer, des normes de certification qui doivent être obtenues. Et puis là, voilà, courage. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore une phase dans ce développement qui est le testing. Donc il y a des tests automatisés qui vont se faire. Et puis là aussi, qui ont un certain coût, parce que c'est pour que vous compreniez aussi pourquoi ces développements ils coûtent assez cher. Parce que vraiment, on se doit d'avoir des applicatifs robustes. Donc il y a toute une phase de testing qui vont être automatisés, mais là, qui sont du travail que vous ne voyez pas, mais qui sont assez chronophages pour les développeurs. Et puis après, il y a les tests utilisateurs. Et là, il y en a aussi plusieurs sortes. Un qui est très utilisé, c'est le test utilisateur où on va demander à l'utilisateur de faire un certain nombre de tâches sous la supervision d'un investigateur. Et puis, on va voir s'il est capable de résoudre ou pas. Et puis, à partir de là, on va pouvoir savoir est-ce qu'il faut améliorer l'applicatif ou s'il est adapté. Donc, le déploiement, on arrive là, on a réussi à développer notre app.
Eh bien, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut encore prendre en compte. C'est que surtout si on a une app qui est destinée aux patients, eh ben, il va falloir valider que les contenus sont adaptés. Et puis pour ça, il y a un groupe qui s'appelle le GIP, qui est le groupe d'information pour les patients, patientes et proches, qui est formé de gens de la communication, direction des soins, médical et qualité, qui vont revoir les contenus et puis qui vont s'assurer qu'ils sont de qualité pour être proposés aux patients. Il faut aussi passer par le comité ML, ce qui est un comité qui va au final un petit peu... On a parlé de certification avant, mais cette certification que je vous ai parlé, la certification CE, c'est quelque chose d'énormissime. On a quand même une certification à l'interne aussi, qui est un Stempel, pour dire tout est en ordre. Et puis là, l'application, elle va passer entre la main de juristes, de security officers, de gens de la communication, qui vont s'assurer que tout est aligné. Mais ça va être encore une phase qu'il va falloir passer avant de pouvoir vraiment déployer votre application. Donc voilà, on va dire tout s'est bien passé. On a passé tous les tests. On va pouvoir... alors peut-être j'aurais dû mettre une petite bouteille de champagne, hein, parce qu'on y est enfin arrivé. Après, il faut voir que souvent, alors, nouveau, ça va dépendre du public cible, mais souvent, c'est pas fini parce que si, par exemple, on va déployer une application dans les soins, eh ben, il va falloir s'assurer de son adoption par les parties prenantes, par les utilisateurs finaux. Et puis là, il y a vraiment une importance très forte alors, il y a plusieurs modèles, mais on peut appeler ça les early adopters. Mais moi, j'aime bien appeler ça les champions. Il y a vraiment de la littérature là-dessus, parce que c'est les gens qui vont faire en sorte que les applications vont être déployées de manière plus large dans l'institution. Et puis, finalement, aussi pour vous parler de modèles existants, parce que tout ça, on essaie de le mesurer. Il y a des mesures qui existent, comme le Technology Acceptance Model, et puis au final qui va mesurer quel est l'effort perçu des utilisateurs finaux par rapport aux bénéfices perçus, avec d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a des aspects sociaux, il y a des aspects de conditions facilitatrices, et puis ça peut être aussi des bons outils pour comprendre pourquoi ça marche bien ou pas. Donc voilà, j'espère que vous, même si ça a été assez rapide, vous en savez un peu plus et vous comprenez un peu mieux les enjeux autour du développement d'une app dans la santé. Et j'espère que vous aurez été intéressés. Merci.